toi qui n'es pas Innu, on t'invite à la chasse. Il faut être bien préparé. Bien préparé parce que c'est un territoire hostile. C'est un territoire où le froid domine, le vent, parfois la neige. Il va falloir que tu t'habilles chaudement. Là où on s'en va, là, tu chauffes au bois. Il faut être vraiment en forme, pas nécessairement physiquement, mais mentalement. On peut craquer à n'importe quel moment. Et quand tu vas te déplacer là, sur le long des lacs et des rivières, là, fais bien attention. Il faut savoir lire les rivières et l'épaisseur de la glace, là. Le caribou est dans un terrain vraiment qui n'est pas accessible. Essaye pas de prendre le devant, sinon tu vas être en danger. Suis le groupe de chasseurs. Eux connaissent le territoire. Puis écoute ce qu'ils disent. Écoute attentivement, parce que c'est une question de survie. C'est toute une aventure. Toute une aventure. Si tu fais fausse route, malheur à toi. C'est ça la chasse avec les Inuits. Janvier 2021. Je suis dans une cantine des Escoumins puis je bois un café avec Édouard Kaltouche. Mon ami, un Innu originaire de Nutashquan, me raconte qu'il s'apprête à partir à la chasse au caribou dans le Nuu-Chimit. C'est très important d'aller dans le territoire de chasse parce que on y va juste pour le site d'y aller là-bas. Il faut qu'on aille là. À chaque année, on y va au mois d'août, à chaque année. À ce moment-là, tout ce que je sais de cette chasse-là, c'est que c'est une tradition millénaire pour les Inuits, qu'aujourd'hui, cette chasse-là leur est interdite, mais que les Inuits la pratiquent pareil, dans le nord, au Labrador. Je sais aussi qu'à cause de ça, là-bas, les gardes-chasse puis les chasseurs se livrent une bataille depuis des années. Ce matin-là, en écoutant parler Édouard, je me prends à rêver au nord, moi, avec. Je sens le froid, le vent, puis je vois presque un caribou. Quand on se quitte ce matin-là, Édouard me fait une proposition inattendue. Je t'ai invité là, à aller à la chasse avec moi là, pour faire un documentaire, là, pour montrer aux gens là, la valeur de la chasse là, et l'importance de la chasse. Se faire inviter là-bas, c'est quelque chose de gros. C'est une des régions les plus inaccessibles du pays parce qu'elle se trouve au cœur d'un conflit géopolitique complexe, qu'il n'y a pas moyen de se rendre là par ses propres moyens, puis parce que les chasseurs sont généralement méfiants vis-à-vis des intrus. À cause de ça, ça fait au moins 50 ans qu'un Blanc n'est pas allé documenter la chasse au caribou avec les Inuits de la Basse-Côte-Nord. Puis aujourd'hui, cette tradition millénaire-là est mise en danger par la crise climatique, le déclin du caribou, puis la loi des gouvernements. La chasse au caribou menace de disparaître à tout moment. On assiste peut-être à l'heure actuelle aux dernières chasses de ce type-là. Édouard a raison. Faut que quelqu'un documente ça. À ce moment-là, moi, j'ai 28 ans. Je suis un gars de la grande ville, mais ça fait déjà 5 ans que j'ai quitté Montréal pour aller m'établir à 12 heures de route de chez nous, à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Ce qui m'a amené ici, c'est l'envie de vivre de grandes choses,
d'être au cœur de l'histoire, ou plutôt d'histoires comme celle-ci. Fait que je lâche ma job, je fais mes bagages, puis je saute dans l'avion pour... la chasse interdite. Février 2021. Je suis assis dans un avion en direction de Pakwashipi, une petite communauté Innu située en Basse-Côte-Nord, passé la fin de la route 138. C'est là que m'attendent les chasseurs. Ils viennent de Pakwa et de deux communautés voisines, celle de Unamenchipu et celle de Nutashkwan. Je regarde le paysage défiler par le hublot de l'avion. Je repense à la réaction de ma famille puis de mes amis quand je leur ai annoncé mon départ à la chasse. Personne ne me l'a dit directement, mais c'est évident que tout le monde a des doutes sur le projet. Ils pensent tous que je suis fou d'avoir quitté ma job pour ça, que j'ai pas d'affaires là-bas à me mêler de ça, moi, un blanc de la ville. Prochain arrêt, Pakwashipi. J'ai peur qu'il ait raison. De loin, Pakwashipi a l'air de rien. 300 âmes, quelques baraques carrées. C'est pas à proprement parler une réserve. C'est plutôt un établissement indien. C'est une longue histoire, mais en résumé, la communauté fait partie des dernières à avoir été sédentarisées en Amérique du Nord. En gros, les gens de Pakwa sont parmi les derniers nomades du continent. Entre l'aéroport et la communauté, la route longe la rivière. D'un bord, il y a des épinettes à perte de vue, de l'autre, le fleuve. Avant d'arriver à Pakwa, on entend la machinerie, les coups de marteau, des scies, les cris des gars qui travaillent. Il y a les motoneiges, les chiens puis les enfants. Au-dessus de tout ça, il y a le vent. Le vent qui couvre tout. Le vent qui a voyagé sur la toundra depuis des centaines de kilomètres jusqu'ici, sans rencontrer personne. À mon arrivée à Pakwa, la communauté est en deuil. Il n'y a même pas un mois, une petite fille de 13 ans s'est donnée la mort. C'est un choc. C'est la première fois qu'une chose comme ça arrive ici. Quand je le retrouve, le père de la jeune fille est occupé à dépecer un caribou. Tu l'ouvres complètement. On t'enlève juste toute la viande en photo. Faut que tu sens l'os. Parce que je veux le faire sécher. Je m'appelle Norbert Marc. Je viens de Saint-Augustin, Pakwashipi. Je suis un chasseur. L'hiver, je chasse caribou. Puis l'été, je pêche saumon, homard. Depuis la mort de sa fille, Norbert s'occupe les mains pour pas trop penser à elle. Mais pendant qu'il vide l'animal, quelque chose se passe. Norbert arrive enfin à se vider le cœur. Ma conjointe est rentrée chez nous. Là. On a trouvé comme ça notre bébé. Là, puis il est déjà parti quand je suis arrivé. Là, j'étais tombé direct dans le sol. Déjà, j'avais pas de contrôle sur moi. Là, puis... Jency, elle avait 13 ans. Là. Ouais. Elle a 7-8 ans. Là, je l'ai amenée déjà à la chasse avec moi. Là. Ouais, aux outardes. Elle se promenait partout. Là. Quand je lui disais, Jency, cache-toi, il y a des oiseaux arrivent. Là, je dis, j'étais par terre. Là.
Je trouvais qu'il avait un grand cœur. Je trouvais qu'il était comme moi, là. C'est le temps de la chasse. Puis pour survivre à la douleur, Norbert est parti chasser sur le territoire de ses ancêtres, dans le Nuu-Chimit. Quand je suis parti, j'avais le cœur brisé. Mais dans le Nuu-Chimit, je pense à rien. Tu te sens bien là-bas. Là, je pouvais dormir dans la tente chaque soir. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand je suis revenu ici dans la réserve, là, c'est là que mon cœur est venu triste. Là. On dirait que c'était comme hier. À chaque chasse, là, quand je revenais, c'est tout le temps elle, là, mon premier bébé que j'ai embrassé le premier. Puis hier, là, c'était vraiment différent. Là. Je suis allé direct chez nous, il n'y avait personne. C'est là que j'ai senti la tristesse, direct. Pour moi, c'était très difficile de rentrer. Là. J'aurais aimé ça rester là-bas pour de bon. Pakwashipi, dimanche 21 février. Ça bouge en communauté aujourd'hui. Le départ a été fixé à demain matin. À Pakwa, les activités de subsistance comme la chasse et la pêche, c'est presque des jobs à l'année. Dans les périodes creuses, le conseil de bande fournit aux hommes du travail en construction, mais la vraie job de ces gars-là, c'est de ramener à manger dans la communauté. Je rencontre pour la première fois le groupe avec qui je vais faire le voyage. Tu dirais que ça fait combien de fois que tu vas dans le Nuu-Chimit pour la chasse au caribou? J'ai commencé 30 ans, puis là, j'ai continué à chasser. Jusqu'à 40 ans aujourd'hui. Fait que ça fait 10 ans qu'à chaque année, tu vas à la chasse au caribou. Ouais. Je suis un peu intimidé. Ces gars-là, c'est des toughs. Je sais pas trop comment ils vont réagir à ma présence. Heureusement, je suis pas le seul pour qui c'est la première fois à la chasse au caribou. Puis aussi, j'entraîne d'enseigner mon garçon aujourd'hui. Le fils de Tom, c'est Denis Kyle. Mais ici, tout le monde l'appelle Chakou. Je m'appelle Denis Kyle Belfleur, j'ai 22 ans. Je suis content, excité aussi, en même temps. Est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Non. J'ai trop hâte. Qu'est-ce qui te donne le plus hâte à la chasse? Je vais me promener, chercher les traces de cailloux. Comment tu te sens d'amener ton fils? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, je suis fier de lui. Tu vas-tu finir par en faire un bon chasseur? Oh, ouais. Ouais. L'après-midi avant notre départ, mon ami Mathias m'amène sur la rivière pour m'apprendre à chauffer une motoneige. Il me dit que c'est facile, que j'ai juste à faire comme lui. Je fais de mon mieux, mais je vois bien à son regard que je suis pas bien bon. Plus tard, pendant que j'enregistre du son dans les rues de Pakwa... Allô, allô, allô. Pakwashipi la nuit. J'entends des cris en Innu. Je me retourne, puis je réalise que c'est à moi qu'on s'adresse. Un homme me crie de retourner chez nous, qu'un Blanc n'a pas d'affaire à aller dans le Nuu-Chimit. À Pakwashipi, c'est pas n'importe qui peut aller à la chasse. Les gars d'ici grandissent avec les récits de la chasse au caribou en espérant un jour être du voyage. Quand j'étais jeune, je voyais ces chasseurs-là comme des hommes qui connaissaient absolument tout le territoire et ils ont leur mémoire à eux pour se guider eux-mêmes à travers la forêt. Honneur suprême. Ce matin, Ryan a été invité à se joindre aux chasseurs, à devenir l'un d'entre eux. C'est comme si tu recevais ton baptême de devenir un homme. Moi, mon père m'a invité aujourd'hui, en cet hiver de 2021. C'était la première fois qu'il m'a invité à aller à la chasse en skidoo et
de partir dans le territoire avec toutes les affaires qu'on a besoin. Mais Ryan a préféré dire non. Ryan étudie à Québec. Il est venu passer sa semaine de relâche à la maison. Aujourd'hui, plutôt que d'accompagner son père puis les autres chasseurs pour le Nuchimit, il prend l'avion pour retourner là-bas, en ville, à plus de 1000 km de chez lui et des siens. Je dois aller chercher ce que j'ai besoin dans la vie avant de me lancer dans mes traditions. Aller chercher mes outils pour vivre. Aller chercher mon sondeur 5. À chaque fois qu'il repart, Ryan trouve ça dur. Il se sent déchiré. Ce sentiment-là, Ryan en a pris pleinement conscience l'automne dernier. Je marchais à Québec. Je voyais les feuilles tomber de l'arbre. Des feuilles oranges, rouges, qui partaient au vent. C'est des feuilles qui m'ont rappelé que la saison de la chasse avait déjà commencé à mon village, tandis que moi j'étais à Québec. J'ai appelé mes grands-parents. Ils étaient déjà revenus de la chasse. Ils m'ont raconté leur séjour dans le bois, puis c'était formidable à les entendre parler. C'est comme s'ils étaient libres. Bien, ils vivaient bien là-bas. Quand tu montes dans le bois avec ta famille, quand tu arrives sur le territoire, tu entends le vent, tu entends la pluie, mais il n'y a pas de langage sur cette terre qui est capable de décrire tout ça. C'est impossible. C'est trop infini et c'est trop magique. C'est trop magnifique aussi. Après avoir parlé avec ma grand-mère, j'ai raccroché et j'ai pleuré. Parce que j'ai manqué ce petit bout de temps avec mes grands-parents dans le bois. C'était le temps qui ne reviendra jamais. Et que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pris entre deux mondes. Il y a de la forêt toujours, mais un jour, il n'y aura plus de forêt. Et plus de chasse, plus rien de tout ça. Ce soir-là, avant d'aller au lit, je reçois le message d'une amie. Elle me met en garde. Plusieurs Allochtones de la région manifestent leur colère sur les réseaux sociaux. Les images sensationnalistes d'un Innu qui abat un caribou d'un coup de hache entre les deux yeux ont fait les manchettes. Dans la région, la chasse au caribou est source de conflits. D'un bord, beaucoup d'Allochtones sont contre à cause du déclin des hardes. De l'autre, les Inuits veulent pas mettre fin à une tradition aussi importante. Puis là, cette année, la présence d'un Blanc dans la prochaine expédition met de l'huile sur le feu. Les Allochtones pensent que je suis juste un autre gars de la ville qui vient se mêler de quelque chose qu'il comprend pas, puis qui va finir, comme toujours, par donner raison aux Inuits. Il y a du monde dans les villages avoisinants qui parle d'intervenir pour barrer la route à notre expédition. Du monde que je connais. Je veux respecter la confiance d'Édouard puis des chasseurs, mais de l'autre bord aussi, il y a des gens que j'aime puis que je respecte. Je commence à avoir la chienne. Je sais qu'une fois en haut, je vais être un fardeau pour les gars. S'il m'arrive de quoi là-bas, je sais pas si je peux compter sur eux. Je les connais pas, je parle même pas leur langue, puis eux, ils ont de la misère avec la mienne. Ils vont-tu m'abandonner? Je peux pas survivre tout seul. Dans le Nord, j'aurai pas de secours, pas de moyens de communication, pas de porte de sortie. Si même un gars d'ici comme Ryan n'est pas prêt à aller à la chasse, moi, j'ai clairement pas ce qu'il faut pour y aller non plus. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit, puis j'ai envie de rentrer chez nous, mais... C'est Tom. Il est déjà là. Il y a un gros cigare dans la bouche pour fêter notre départ. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de partir? Il reste à faire la partie, c'est tout. Il est trop tard pour reculer maintenant.
On se dirige d'abord vers l'est par la route blanche, un pont de glace qui traverse toute la région. On se déplace en petits groupes pour passer la frontière sans attirer l'attention des autorités. Mais une fois au Labrador, on va se regrouper pour être moins vulnérable aux interventions des gardes-chasse. En chemin, on croise d'autres Inuits qui voyagent entre les villages. Je remarque qu'une aînée fait un signe de croix sur notre passage. À l'approche de Blanc-Sablon, on quitte les pistes connues, direction plein nord. Chaque chasseur traîne un cométique, un grand traîneau plein à craquer de bouffe puis d'essence. Avec ça, il faut se faufiler sur le bord de chutes puis de précipices ou dans des passages étroits entre les arbres. J'ai de la misère, mais je tiens le coup. En chemin, on débouche sur un ancien campement Inuit. Les perches puis le sapinage des tentes sont encore là. On trouve aussi sur place un panneau de bois. Dessus, 2 mots. Innu Land. Le panneau est criblé de balles. On est assis là, dans une bombe à retardement. Si les gens qui ont toujours vécu sur le territoire se font traiter comme des étrangers dans leur propre pays, il y a un risque d'explosion. C'est ça, c'est vraiment une guerre pour le territoire. Ah oui, une guerre pour le territoire. Le caribou puis les Inuits, nous sommes au cœur de cette bataille sans fin. Pour eux autres, là, c'est la carte qui fait le territoire. Mais pour les nous, là, c'est le territoire qui fait la carte. C'est une grosse différence. Le Nitassinan, c'est vraiment très vaste. Il n'y a pas de frontières. Le caribou non plus n'a pas de frontières. Il se promène d'un territoire à l'autre. Nous n'avons pas décidé d'instaurer des lignes de territoire. Là, ça parle de créer des enclos. Puis ça, moi, ça me fait penser à des réserves indiennes. Les réserves indiennes, là, c'est pas notre territoire, c'est un carré de sable là, qui vient de l'extérieur, avec la complicité des missionnaires. C'est des mouroirs, ça. Les réserves indiennes. Mais l'Autochtone, là, un vrai Innu, là, et tu vas le voir heureux ou dans son territoire. Le 25 février, on vient d'arriver au lac de Andrew Poker, puis on cherche le chemin pour remonter la rivière Saint-Paul. Yeah. Pour trouver notre chemin, on se fie aux traces laissées par les chasseurs qui sont passés les années précédentes. Des fois, c'est des vieilles raquettes suspendues aux arbres, des bidons d'essence, des comptes de construction. D'autres fois, c'est juste des entailles faites à la hache sur les épinettes qui marquent un passage dans le bois. Certaines des entailles semblent avoir été faites il y a plusieurs dizaines d'années. Le deuxième jour, le son d'un hélicoptère perce le silence. Bientôt, sa silhouette se découpe dans le ciel.
L'hélicoptère décrit un large cercle au-dessus de nous. Les gardes-chasse nous survolent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'éloigner le caribou ou... Ouais. Ce qui se passe actuellement quand les Inuits de Pakwashpi vont au caribou, dans la région du Labrador, les hélicoptères, là, vont survoler les chasseurs. Puis quand on dit survoler, c'est proche. L'hélicoptère vient de se poser. Les gars parlent avec les gardes-chasse. 23 février. Hey, sir. Just 5 men. Okay, yeah. You All got a got a lot of people talk like my room. You know there's no hunting caribou, Huh? okay? Hey, Yeah. buddy. Yeah. Bruce Bay after tragic, he killed caribou. Yeah. Matthias, What? and Thank you, Alan, just so you know, Nathan. there's no hunting caribou in there. Caribou, 40? Okay, you're not allowed to be killing caribou in the Birchie Lakes. These areas all closed. Okay, so just let you know. Not go Birchie Lakes. Okay, so you understand that? Same as always, anyway. Okay. Quand ils voient les caribous qui ont été tués, là, ce qu'ils vont faire? Ils vont les saisir. Who call you? How you know we came there? On va vous amener à Goose Bay. Vous allez être en prison. Et on va vous traîner en cours, selon nos lois provinciales. Donc, tout est saisi. Quand on dit tout, là, c'est tout. T'as rien. Tu reviens avec rien. On est illégal aux yeux de Terre-Neuve. Anti-ground. Oh, anti-ground. C'est notre territoire de manger. Notre territoire de chasse. Pourquoi ils nous interdisent? Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 6 et 8 000 caribous forestiers au Québec, puis environ un autre 5 000 au Labrador, une fraction de ce que la population a déjà été. Avant, c'était partout, même jusqu'au littoral du territoire. Le long du fleuve, ça a vraiment droppé après toutes ces années, mais encore plus cette année. Les gouvernements du Québec et du Labrador accusent la chasse autochtone. C'est pour ça que la chasse au caribou est interdite des deux côtés de la frontière. Pakwashpi, avec le caribou là, forestier, ils vont à la chasse dans la région du Labrador. Terre-Neuve, depuis quelques décennies, il dit que c'est illégal à cause que le caribou n'est pas nombreux. Okay? On essaie de pointer du doigt la chasse autochtone. Okay? Mais si on regarde la situation froidement, là, qu'est-ce qui se passe au Labrador? Terre-Neuve là, continue à développer le territoire. Projet hydroélectrique, des fils de haute tension qui passent. Il y a des pourvoiries, des mines, la foresterie, tout ça, là. Au niveau de la coupe forestière, au niveau des chemins, des villégiateurs. Ça s'arrête pas. Puis ça dérange le caribou. C'est la faute à qui? C'est-tu l'intérêt économique ou les droits ancestraux? Moi, j'accuse l'industrie. Vraiment l'industrie qui fait mal au caribou. L'habitat est vraiment touché. Ça, là, c'est frappant, ça. Jusqu'où, nous, on est prêt à faire des sacrifices? Quand on fait des sacrifices, c'est comme laisser la place, là, à l'économie de prendre de l'ampleur. À côté de l'hélicoptère posé sur la glace d'un lac, les gardes-chasse bavardent de tout et de rien. Comme si on n'était pas en plein milieu de nulle part, au plus fort de l'hiver. Comme s'ils passaient là par hasard. Comme si c'était possible d'ignorer leurs guns, leurs menottes, leur uniforme puis la loi de leur côté. Les gars parlent avec des gardes-chasse. Jusque-là, j'avais réussi à me faire oublier, mais... Who are you with, CBC or? No, independent. So you're just freelancing now, are you? Yeah. Yourself? What other type of work do you do now? Just Oh, radio documentary. yeah. Okay. Yeah. So what is it? With a radio station you're affiliated with there then too, or just you get on freelance tell your story? Oh, not yet. Not Okay, yet. okay. Not yet. Là, le garde-chasse fait une pause, me regarde direct dans les yeux puis me dit « Nicolas, I know who you are. I know who you are. » D'un coup, notre échange se transforme en interrogatoire. So you Googled me? Yeah. Did you like what you saw? No, not Not too bad, all right.
Okay, Nicholas, just before you're supposed to have a declaration form you're coming into the province. Oh, yeah? Yeah. In Newfoundland, Labrador. Okay. I don't know if you're aware of that or not. No, I was not. Okay. Anyway, just let you know. All right. What are we gonna do? What are we gonna do about this? Well, we'll see when you get back across the border. So you're waiting for me in Quebec? Là, le garde-chasse ignore ma question mais répond « Hope we don't see you anymore. No. fait qu'on continue notre lente progression vers le caribou. On roule comme ça pendant 3 jours. Je fais mon possible pour suivre la cadence. Notre progression est difficile à cause des grandes quantités de neige, les motoneiges puis les traîneaux s'enlisent tout le temps, il fait fret puis souvent, quand le bois est trop dense, il faut découper notre passage à la hache. Les journées sont longues puis fatigantes. La nuit, on se repose comme on peut dans des cabanes abandonnées, mais on dort pas beaucoup. Au bout de 3 jours à ce régime-là, je suis tellement fatigué que j'ai le feeling d'être pas tout à fait là. Comme entre le rêve puis la réalité. C'est dur, c'est long, mais bientôt... On est rendu où? Nulle part. C'est le Labrador. On monte la tente. Ben, ils font les petits arbres, là. Ils les coupent, sapinage. Puis ils font le bâton pour en dedans, dehors. Pour qu'il boule la tente. Combien d'arbres ça prend? À peu près 10 dehors, 11, 15 dehors. Puis en dedans, une vingtaine, je crois, à peu près. Puis est-ce que tu aimes ça dormir dans une tente, une tantinée? Oui. 100%. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la tente? Le son du poêle. Poêle à bois. Ouais. L'odeur aussi? Ouais. Hein? Première nuit au Labrador. On vient de finir de manger. Les gars disent une niaiserie. OK, je vais vous poser des questions, OK? Regarde, on va commencer de même. Je vais demander de vous présenter. Mon nom c'est Brian, j'ai 48 ans. Moi j'ai fait le travail de plâtrier, puis un peintre, puis chasseur. J'ai chassé des caribous, j'aime ça. Moi là présentement, c'est mon père qui j'ai vu tout le temps quand j'étais jeune. Puis après 20 ans, peut-être 20 ans, puis 25 ans, j'ai allé à la chasse avec les vieux. Là. J'étais avec eux autres. Mais j'aimais ça. C'est tout. Ma première expédition de chasse, je devais avoir 26. J'ai jamais arrêté après. Cette expédition-ci, c'est ta combienième? J'en ai fait 3-4 fois d'expédition par année. Là, ça fait 2 jours qu'on est parti. Parle-moi un petit peu de c'est quoi le trajet qu'on a fait. Là, on est où en ce moment? Au cœur du territoire. On est au cœur du territoire entre Pacoas, Goose Bay, au cœur. Ce soir-là, Mathias puis moi, on est de corvée de bois. On part chacun de notre bord en quête d'un grand malaise. À un moment donné, je monte sur une crête, puis là, la neige s'effrite sous ma motoneige. J'ai juste le temps de sauter hors de mon siège pour éviter de tomber avec elle. À 4 pattes, je regarde ma motoneige dévaler la côte en faisant des tonneaux. Tout le stress puis la fatigue accumulée depuis le début du voyage sort d'un coup. Je pleure, tout seul dans le noir, le cul dans la neige. Quand on revient à la tente,
Les gars sont en train de fêter notre arrivée au Labrador. Il y en a qui font des plombs avec des couteaux chauffés au chalumeau. On me propose d'en faire. Mauvaise idée. Tout de suite, je me remets à spinner. Je repense à ma motoneige. Je me trouve pas bon, je suis loin de tout, je m'ennuie de ma blonde. J'ai pas d'affaires ici. Je dis plus un mot de la soirée. Le lendemain, je me réveille un peu gêné d'avoir bad-trippé. En me donnant une tasse de café, Chakou me sourit puis il me dit « Arrête de stresser. Si on voulait pas que tu sois là, tu serais pas ici. » C'est pas la première fois qu'un des gars me dit de quoi de même. Mais ce coup-là, je l'entends. D'un coup, ça va mieux. Je raconte l'accident de motoneige au gars, puis quand j'ai fini, il y en a un qui lance « Je pense qu'on va appeler cet endroit-là, là où le blanc a fait une cascade. » Tout le monde rit. Puis, moi avec. Qu'est-ce que tu fais, Daniel? Je lis ma hache. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Chercher le caribou. Il est là. On s'en va voir le chef. Bon matin, Guy. Bon matin. Ça va? T'as-tu 30 secondes? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Chercher le caribou, là-bas, au nord. On a vu des traces hier. On a vu des traces de, tu penses, combien de caribous? Peut-être vingtaine ou quinzaine caribous. Parle-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe ce matin, Brian? On va faire en premier le chemin jusqu'à où ils ont vu les traces, préparer la nourriture, du thé, les fusils, tout soit prêt pour si on voyait les caribous là. On va amener au moins une pelle, 2 cordes, des raquettes, les munitions. J'utilise 30-30, plus meilleur dans le bois. Il y a beaucoup de bois ici. C'est boisé. Si le tresse est frais, on prépare pour des fusils. Avant de tuer le caribou, il faut le trouver. Notre campement compte une quinzaine de chasseurs, fait qu'on se divise en petits groupes pour quadriller le territoire. On cherche des traces. On cherche pendant plusieurs jours d'affilée, du matin au soir. Mais on n'en voit aucune. Les jours passent. On arpente le territoire à longueur de journée en quête d'un signe des caribous. Nos explorations sont longues, j'ai souvent faim puis froid. Je suis toujours épuisé. Mais un soir, en revenant d'une virée, une ombre blanche s'élève dans la plaine gelée. C'est un harfang des neiges. Il glisse lentement, comme au ralenti, pile sur la frontière entre le bleu de la neige et le bleu du ciel. Je distingue chacune de ses plumes avec clarté. Chaque grain de neige que soulève le battement de ses ailes, et même l'éclat de ses yeux qui nous regardent une dernière fois avant de disparaître à l'horizon. Les gars et moi, on reste immobiles pendant un moment sans rien dire. La vapeur de nos souffles s'élève dans l'air glacé. On est comme figé, ému, solennel. Moi, je suis submergé par la beauté de ce que je viens de voir. Comme si je réalisais enfin la chance que j'ai. C'est à ce moment-là que je comprends réellement l'attachement des Inuits aux Nuu-chmites. L'importance pour eux de venir ici, année après année. Le lendemain, en cherchant les traces du caribou,
Brian puis moi, on débouche sur une gigantesque tranchée découpée à même la forêt. On est arrivé à la ligne de Muskrat Falls jusqu'à l'autre côté, au bout de Terre-Neuve. Muskrat Falls, c'est un complexe hydroélectrique situé au Labrador. L'électricité produite là est acheminée jusqu'à Terre-Neuve par les lignes en dessous desquelles on se trouve en ce moment. Décris-moi qu'est-ce que tu vois en ce moment, d'un bout à l'autre. Des pylônes, l'électricité de Muskrat Falls. Regarde, c'est comme un chemin jusqu'à Labrador, jusqu'à la Forteau puis la Terre-Neuve, là. Et tu penses que ça dérange peut-être la caribou? Ouais. On attend, c'est comme électrique. Il dit c'est quoi ça? Quand il voit c'est quoi ça? C'est comme un chemin, regarde. C'est gros, hein? Ouais. C'est comme détruire tous les arbres. Nous, on tue les caribous. C'est comme une bombe. Lui, là, il fait rien, il seulement coupé des voies, il dit rien. C'est triste. Le projet fait partie du plus gros chantier jamais entamé par Terre-Neuve-Labrador. Conçu comme une bouée de sauvetage pour la province la plus endettée du pays, le projet est devenu depuis quelques années un gouffre financier, le symbole d'un fiasco total. Personne ne vous a demandé votre avis pour construire ça? Non. Personne. 4 ans peut-être, j'étais allé là-bas, barrer la route. Pourquoi? Qui fait pas l'électrique. Les pylônes, là, il veut pas qu'ils continuent jusqu'à nos territoires. Ça va pas marcher? Non. Ils ont continué pareil. Je suis là, mais les autres ils sont déjà posés. Je regarde devant moi. Fâché. Tout le monde fâché, hein? Tout le monde. Pas moi, juste tout le monde. Tout le monde, la population. Il va rester tout le temps, lui, là. On voit tout le temps. Moi, je serai mort un jour. Il sera là encore. Brian puis moi, on reste un moment à écouter le grésillement des lignes électriques, avec le sentiment d'entendre l'écho d'une catastrophe. Ce soir-là, l'atmosphère est morose au campement. Ça fait presque 10 jours qu'on est ici, puis on n'a toujours pas vu la moindre trace de caribou. Certains chasseurs dorment, d'autres écoutent des films ou de la musique sur leur cell. Alan, lui, il chante. Éventuellement, on appelle au village. Par la radio, on apprend que le dégel a commencé dans le sud. Certaines des rivières qu'on a empruntées pour venir au Labrador ont déjà calé. Si on rentre pas bientôt, on risque de rester prisonnier ici, mais si on rentre tout de suite, on va être venu pour rien. Les gars encaissent la nouvelle sans dire un mot. Même s'ils s'ennuient de leur blonde, de leurs enfants puis de leur confort, chantent dans leur silence quelque chose de solennel. Une tristesse à devoir quitter le Nutchimit. Un lieu de guérison pour certains, de grande victoire pour d'autres, un lieu d'amitié, de solidarité. La terre de leurs ancêtres est souvent le lieu de leur dernière demeure, leur véritable pays à tous. À ce moment-là, Tom, le plus vieux du groupe, jette du tabac sur le poêle. Quand je l'interroge du regard, il me dit qu'il fait fumer les ancêtres. C'est une manière à lui de leur demander de l'aide. La fumée remplit la tente. Je décide de lui faire confiance puis d'avoir espoir, moi, avec. Quand on finit par se mettre au lit, une tempête de neige fait rage dehors. Mais nous autres sous la tente, on rêve tous de caribou.
Ce matin-là, quand on se lève puis qu'on sort la tête hors de la tente, tout est blanc. La neige a tout recouvert à des milles à la ronde. C'est le calme plat. Mais bientôt, les gars sont cachés dans le bois. Moi, je suis caché dans la tente. L'hélicoptère fait du sur place. Les gardes-chasse sont à 10 mètres au-dessus de ma tête. Les gars ont mis une grosse bâche par terre pour empêcher l'hélico de se poser. éventuellement, l'hélico finit par quitter le secteur. Pour les chasseurs, la présence des gardes-chasse ici veut dire une chose. Les caribous sont pas loin. L'hélicoptère nous a indiqué où est-ce qu'étaient peut-être les caribous. Ouais, ils nous prennent pour des fous, puis je sais que t'allais voir ces caribous avant. Puis on va aller checker ça. L'hélico continue à balayer le secteur. On se déplace en essayant de rester sous le couvert des arbres. Moi, j'ai une cagoule sur la tête pour rester incognito. On a tous les yeux au sol en quête d'une piste de caribou. D'un coup, je remarque des traces dans la neige, je m'arrête. Puis je les pointe à Tchakou. Il me sourit. C'est bien des traces de caribou. C'est parti. On sait maintenant où est le troupeau, la tension est à son comble, les armes sont chargées, les gars sont prêts. Bientôt, on voit les premières bêtes. D'un coup, tout s'accélère. Ça part dans tous les sens. J'ai de la misère à suivre, le stress se mélange à l'excitation. On débouche sur une autre tourbière, puis là, l'air est comme suspendu tellement tout le monde retient son souffle. Je vois un jeune caribou. C'est magnifique. Il se tient immobile, ben drette, comme suspendu, étourdi. Du rouge perle de son pelage blanc. Puis là, comme au ralenti, je le vois tomber. On était 16. On cherchait les traces de caribou un peu partout, dans la plaine. On a été tous séparés. On continue à chercher. Quand tout le monde a accéléré, c'est là que j'ai senti qu'il y avait des caribous proches d'ici. J'étais en arrière, j'ai regardé les caribous, puis j'ai vu un caribou qui s'est tassé. Hein. J'ai allé les tirer, moi. Puis là, en tout, vous en avez tué combien? 8 ou 9, pas sûr. Je me tiens devant un grand brasier en plein milieu de nulle part. On s'apprête à partir. Les gars ont mis le feu au campement pour effacer nos traces. Ici, dès qu'un caribou est tué, les gardes-chasse peuvent intervenir, fait qu'il faut sacrer notre camp d'ici au plus vite, d'autant plus qu'une tempête s'en vient. Comme notre convoi se met lentement en marche, je jette un dernier regard à la colonne de fumée qui s'élève dans le ciel gris. La neige a commencé à tomber. Ce soir, elle aura tout recouvert.
La longue file du convoi se déploie devant moi jusqu'à l'horizon. Je regarde les gars avancer à travers les plaines gelées du Labrador, comme leurs ancêtres avant eux. J'imagine tous les voyages comme celui-ci qui nous ont précédés. Je les vois presque former une file semblable, emprunter les mêmes chemins que nous empruntons aujourd'hui. J'ai vu ici des choses grandioses, des choses d'une beauté rare puis fragile, des choses menacées de disparaître puis que je suis pas sûr d'avoir la chance de revoir un jour, même en revenant ici. J'avoue, sur le coup, ça m'a fait quoi de voir le caribou tomber. 8, 9, c'est beaucoup quand tu comptes combien il en reste dans tout le Nutchimit. Je sais que les hardes sont en péril, mais autre chose est en péril ici aussi. Quelque chose d'immatériel, quelque chose d'insaisissable. Oui, ça m'a fait quoi de voir le caribou tomber, mais tranquillement, une autre idée fait son chemin jusqu'à moi. L'intuition que quand l'animal meurt de la main des Inuits, il y a quelque chose d'autre qui vit aussi. La chasse interdite est un documentaire réalisé par moi-même, Nicolas Lachapelle, en collaboration avec les chasseurs Inuits de Pakwashipi, Unamenchipu, Nutashquan et Pessamit. Avec les voix d'Édouard Caltouche, de Jean-Luc Canapé, de Guy et de Nicole Tchacou-Bellefleur, de Mathias, Jean-Robert, Polo, Cyril, Laurent, Jacques et Maurice Marc, de Brian et Roger Lalo, de Glenn Nanen Étienne et Jean-Yves Courtois, d'Alain et Tom Tenegan, de Daniel Michel, de Ryan, Guy, Pierre-Éric et Médric Mestenapéo, de Serge Mestococho, Réal Junior Leblanc, Marc-Antoine Marceau, Frédéric Ross et Norbert Malek. Ce projet est présenté par Transistor Média. Héloïse Demers-Pinard a co-scénarisé et monté le projet. Erika Soucy et Naomi Fontaine ont agi à titre de conseillères à la scénarisation, Marc-Antoine Marceau comme conseiller à l'interprétation et Mathias Marc et Ryan Mestenapéo comme lecteurs critiques. Les chansons traditionnelles sont d'Agnès Poker, Nina Malek-Rich et Jérôme Mestenapéo. La musique originale est signée par Mathieu Bérubé avec Jérôme Dupuis-Cloutier à la trompette, musique additionnelle de Jean-Sébastien Côté. Le mixage et la conception sonore sont de Daniel Capeille et Jean-Sébastien Côté. Les narrations ont été enregistrées par Jean-Philippe Côté. Pour leur soutien, merci à Gervais Malek, à Marie Pouamouk-Marc, Colleen et Emily Driscoll, Jean-Marc, Nina et Manon Malek-Rich, Émile Duchesne et André Lestock. Merci enfin à ma famille, celle de la Côte-Nord, et l'autre, mon grand-père Régent, ma mère Julie, mon père Robert et mon petit frère Alexis. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et lettres du Québec, de la MRC de Cette-Rivière, de l'Entente de développement culturel de la ville de Sept-Îles et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques du Québec. Ce projet a aussi été soutenu par le Festival de films de Sept-Îles, le Centre Vue, les Éditions du Noroît, Royal Photo, Air Liaison, Atelier Laforge, Transport ferroviaire Chiwetin et surtout, le Conseil de bande de Pakwashipi. Chinashkumetin, Ninen Inuat, Nwichewan, Mestokois, Menoatom, toutes.